Bonjour à toutes et à tous, bonjour Colette Brackman, Bonjour. toujours un plaisir de vous avoir au micro de ce 11h2, un plaisir et une rareté de plus en plus. Voilà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on va parler de l'Afrique, du Congo en particulier, de la RDC et surtout d'un événement qui a eu lieu début de semaine, la prise de Goma par les rebelles du M23. Une prise autant plus étonnante que Goma était sécurisée ou occupée, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, par l'armée gouvernementale congolaise, mais également par les casques bleus de l'ONU. Alors, une première question, quelle est un petit peu la situation actuelle sur place? Est-ce que depuis le début de semaine, il y a eu une évolution par rapport à la prise de Goma par les rebelles du M23? Mais pour l'instant, donc la ville de Goma est contrôlée par ce mouvement rebelle. L'armée gouvernementale s'est repliée sur des localités comme Saké et Minova. On craint que si les négociations qui ont commencé à Kampala n'aboutissent pas, ou que si Kinshasa refuse de céder certaines choses que les rebelles demandent, que la ville de Bukavu tombe également entre leurs mains. Il y a des manifestations de colère dans plusieurs villes du Congo, Bukavu, Kisangani, Bunia, Kinshasa, où les étudiants s'organisent pour manifester parce que l'opinion publique congolaise est très remontée contre les autorités. Elle les accuse de ne pas avoir défendu le pays et elle dénonce évidemment le soutien que les pays voisins ont accordé aux rebelles. Donc la situation est très électrique à l'intérieur du pays et une réunion entre les deux présidents, Kabila et Kagame, à Kampala, elles se sont vues pendant 2 heures, mais on ignore. On n'a pas d'infos. Non, on ne sait pas ce qui s'est dit. Et ils doivent se revoir cet après-midi. D'accord, ok. Alors on vient de parler des rebelles du M23. Beaucoup de questions tournent autour de ces rebelles. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui les arme? Qui les soutient? Et surtout, entre autres, Jésus Burundi qui nous dit ceci, Madame Brackman, merci pour vos analyses toujours pertinentes. 2 questions. Quelles sont les revendications de ces fameux rebelles du M23, à part négocier, mais négocier quoi? Et Goma n'est-elle qu'une étape vers Bukavu et le sud, demande encore Jessie Burundi. Alors ces rebelles, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui les arme? Qui les soutient? Et quelles sont leurs revendications? Mais ces rebelles, ce sont des militaires, au départ des Tutsis, mais il y en a d'autres aussi, qui sont très proches des anciens mouvements de rébellion soutenus par le Rwanda. Ils ont toujours gardé un cordon ombilical avec les forces armées rwandaises depuis des années, depuis 15 ans. Même s'ils sont jeunes, ils font partie de cette mouvance. Des militaires congolais d'origine? Des Tutsis, des militaires congolais, mais beaucoup s'expriment en Kinyarwanda. Donc ils ont des liens familiaux avec le Rwanda. Ils ont des parties de leur famille au Rwanda, des gens de leur famille qui est réfugiée aussi au Rwanda. Et donc ils exigeaient le retour de leur famille réfugiée au Rwanda, que ces gens puissent revenir au Congo, ce qui était une revendication assez raisonnable. Ils exigeaient aussi de meilleurs grades dans l'armée, une meilleure réintégration, ce qui était prévu par les accords du 23 mars 2009, d'où le nom de leur mouvement. Mais surtout, et ça c'est un peu pour la façade, et ce sont des revendications faciles auxquelles il était facile de répondre, de meilleurs grades, mieux payés, c'est pas très compliqué. Et surtout, ils refusaient d'être déplacés ailleurs que dans le Kivu. Donc ils veulent rester sur la frontière du Rwanda. Officiellement, ils disent pour rester près de leur famille. En réalité, pour faire une sorte d'armée dans l'armée qui surveille la frontière au bénéfice du Rwanda, qui permet la sortie des minerais, des matières premières, qui assure une sécurité pour protéger la frontière du Rwanda. Ça, c'est l'élément important. Et les hostilités ont commencé quand Kinshasa a décidé que ces militaires, qu'une armée, on peut être nommé d'un bout à l'autre du pays, et que ces militaires devaient être nommés, déplacés ailleurs. Et le deuxième point, les hostilités ont commencé quand la communauté internationale a réclamé l'arrestation du général Bosco Ntaganda, qui était un militaire proche de ces gens. Bosco Ntaganda, ça aurait pu être d'autres, et qui soit arrêté, transféré à la Cour pénale internationale. À ce moment-là, on touchait une chaîne de responsabilité et de criminels qui se trouvent là, qui se trouvent dans les rangs de ces rebelles et qui se sont dit si on embarque Bosco, demain c'est moi. Et donc ils ont commencé les hostilités. Alors on sait ces rebelles armés et pour preuve ils ont un peu délogé l'armée gouvernementale congolaise qui se trouve à Goma et également les casques bleus. Par qui sont-ils armés et sont-ils soutenus par un pays? On parle bien sûr du Rwanda, même si le Rwanda apparemment nie tout soutien, mais il y a eu un rapport de l'ONU trois rapports qui
qui mettent des preuves quasi irréfutables sur le soutien du Rwanda à ces rebelles du M23. Voilà. Alors, leur version, c'est qu'ils prennent leurs armes, ils sont partis avec leurs armes qu'ils avaient dans l'armée congolaise, qu'ils les ont prises sur l'ennemi, c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là. La réalité, c'est que le Rwanda leur a donné un nombre significatif, non seulement d'armement, de munitions, d'équipements sophistiqués, comme des lunettes de vision nocturne qui permettent d'attaquer au milieu de la nuit par surprise, ce qui ne se faisait jamais dans cette région, mais aussi des appuis en hommes, parce qu'à un moment donné, ces rebelles étaient battus à l'intérieur du pays par l'armée, on ne le dit jamais, ils étaient pratiquement battus dans le Massissi, ils se sont repliés sur la frontière du Rwanda et en 24 heures, je crois qu'ils étaient quelques centaines, ils sont devenus quelques milliers. Donc c'est évident que des gens ont traversé depuis le Rwanda. Moi-même, j'étais en voyage pour d'autres raisons au Rwanda à cette époque et j'ai vu des camions avec des hommes, des armes, des munitions qui descendaient vers la frontière du Congo. Je ne les ai pas vus traverser, mais j'ai vu un mouvement militaire, chose que les observateurs de l'ONU ont vu aussi, ont documenté. Et il y a eu 3 rapports extrêmement précis, explicites, avec les jours, les heures, les nombres d'hommes, qui expliquent comment ce renfort s'est organisé. Et il est stupéfiant de voir qu'aujourd'hui, les Nations Unies continuent à demander des preuves. Et j'ai envie de dire, il y a déjà des preuves aveuglantes, c'est-à-dire qui rendent aveugle. Alors la question suivante, et beaucoup d'internautes, Bali entre autres, se la posent, on sait que le M23, donc les M23 sont soutenus par le Rwanda, pourquoi pas de sanctions à l'encontre du régime de Kigali? Ça c'est une première question. Deuxième question aussi, pourquoi Kinshasa n'est pas plus ferme, et pourquoi la communauté internationale s'est laissée aussi chasser de Goma? Donc pourquoi pas de sanctions envers le Rwanda si des preuves irréfutables montrent le soutien aux rebelles? Mais le Rwanda nie. Donc la position diplomatique du Rwanda, c'est une négation absolue en dépit des évidences. Mais enfin, il faut acter le fait qu'il nie. 3 rapports, Colette, c'est 3 rapports. Par des experts de l'ONU, c'est beaucoup. Et le Rwanda récuse les experts, récuse les rapports, il nie. Donc il est obligé d'acter. Mais si 3 rapports étaient à l'encontre de n'importe quel autre pays dans le monde entier, rapport de l'ONU, on serait, le pays concerné serait obligé de bouger, de réagir. On a fait la guerre en Libye, en Irak pour moi. Ouais, et pourquoi dès lors le Rwanda semble si intouchable? Parce que le Rwanda est protégé. Parce que au Rwanda, il y a, mais c'est dans une moindre mesure maintenant, le souvenir du génocide où on ne les a pas aidés, donc il y a une espèce de mauvaise conscience, mais surtout, le Rwanda est protégé. Il est protégé par les Américains parce qu'il a une forte armée, qu'il est un relais militaire pour les États-Unis au cœur de l'Afrique. Il est protégé par les Britanniques parce que des sociétés importantes anglaises opèrent au départ de Kigali et font transporter des minerais, des richesses minérales qui viennent du Congo. Et que le Rwanda aussi rend service aux Nations Unies en envoyant des troupes, 4000 hommes, très performants, il faut le dire, au Darfour, au Sud-Soudan. Ce sont des hommes qui sont dans les forces, qui sont des Rwandais casques bleus, donc il rend un éminent service à l'Union africaine et aux Nations Unies en étant garant de la paix dans d'autres régions. Donc il y a là toute une action diplomatique du Rwanda qui va s'amplifier puisque demain il sera membre du Conseil de sécurité. 2 sièges, hein, c'est ça? Un siège pendant 3 ans, oui. Et donc le Rwanda est beaucoup plus fort que la dimension du pays ne le laisse penser et il a des protecteurs extrêmement puissants. Et je crois que dans, entre guillemets, l'ordre du monde qui n'est pas dit, mais qui existe bel et bien, il est de faire du Rwanda une sorte de plaque tournante militaire et sécuritaire pour la région, de plaque tournante aussi pour l'exportation des minerais, des matières premières du Congo qui sortent à l'état brut, qui sont transformés un peu au Rwanda et qui après sont envoyés partout dans le monde. C'est ça le fond de ce conflit actuel, Colette, c'est la gestion de la région pour les transferts de minerais? Il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect des minerais, il y a l'aspect sécuritaire. Le Rwanda aussi est une place forte sécuritaire d'où on peut avoir un regard sur l'est de l'Afrique, la Somalie, le Soudan, la lutte contre l'islamisme. Tout ça, ce sont des arguments importants du point de vue américain. Et le Rwanda est un
une plaque tournante. Est une plaque tournante dans cette optique. Vous irez jusqu'à dire que si justement la communauté internationale n'est pas plus ferme dans ce conflit, c'est parce que justement elle veut essayer de mettre la main mise sur les richesses de la région et pouvoir les gérer d'une manière ou d'une autre. Elle veut peut-être pas nécessairement se les approprier, elle veut aussi peut-être les laisser en réserve, mais elle veut en tout cas empêcher que d'autres ne les prennent. D'autres, c'est-à-dire les Chinois, avec lesquels le Congo a conclu des accords importants. Même si on ne l'exploite pas aujourd'hui, on pourra en avoir besoin demain. Et en attendant, il faut empêcher que la Corée, la Chine, l'Iran ou Dieu sait qui aillent et exploitent tout de suite au bénéfice peut-être de l'État congolais et des populations. Oui, et au détriment des populations sur place, puisqu'on sait que depuis cette nouvelle rébellion du mouvement M23, à nouveau il y a eu des victimes, à nouveau il y a eu des personnes enlevées, des femmes violées, des exactions, des pillages, mais tout ça ne fait pas bouger en tout cas pour l'instant la communauté internationale. Pas suffisamment, non. Si c'était d'autres régions du monde, il y aurait déjà une intervention, mais malheureusement... Alors, un autre qui est pointé du doigt par beaucoup d'observateurs, par nos internautes aussi, c'est Kabila, c'est le président actuel du Congo. Beaucoup se demandent et pourquoi n'intervient-il pas plus fermement là-bas à Goma. On a vu Didier Reynders, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, pointer l'absence de Kinshasa à Goma. Et puis on a cette question un petit peu plus précise de Mpoy qui nous dit ceci: peut-on dire que le président congolais est complice des Rwandais, comme beaucoup le pensent? Son manque d'implication est affolant et aucun Congolais n'a compris le remplacement du général Mbouza Mabé qui obtenait de bons résultats. Bizarre que le commandant en chef vire son meilleur général, nous dit encore Dempopoy. On se demande de quel côté il est et ce n'est qu'un des multiples exemples qui font planer le doute sur le patriotisme du président. Alors Kabila, complice du Rwanda? Mais moi, je n'irai pas jusque-là. Mais je crois que le président sait beaucoup plus de choses que nous. Et c'est-à-dire qu'il sait jusqu'où c'est possible, jusqu'où il peut aller avec son voisin. Et que s'il va trop loin, il pourrait lui-même courir des risques même personnels. N'oublions pas que son père a été assassiné et qu'il ne souhaite peut-être pas que ça lui arrive aussi et que c'est un risque non négligeable. Donc lui, il a des cartes que nous ne connaissons pas. Et on voit que déjà ici, lorsqu'il a voulu réformer son armée et expédier ces anciens rebelles dans d'autres régions, il s'est heurté à une guerre. Et donc, il sait très bien qu'il ne peut pas aller trop loin. Donc, je ne dirais pas qu'il est, certainement pas qu'il est complice. Il est faible, c'est évident. Il a été affaibli aussi parce que la classe politique congolaise est très divisée. Il n'y a pas de sursaut, hélas, vraiment patriotique. On serait dans un autre pays du monde. Opposition et majorité, tout le monde ensemble ferait bloc contre l'envahisseur. Au Congo, ce n'est pas comme ça. L'opposition essaye d'avoir des accords avec les rebelles pour déjà essayer de prendre la place. Il n'y a pas ce sursaut patriotique dans la... Bonjour à toutes et à